en direct en ce lundi 19 janvier. Et on va recevoir Bob Garcia qui se livre à une expérience fort intéressante puisqu'il narre les aventures de Sherlock Holmes face à Jack l'Éventreur. Comment allez-vous, Bob? Mais très bien, merci. Ravi de vous accueillir. Ravi d'être là Roman aussi. passionnant sur cette Angleterre du 19e siècle. On en parle dans quelques instants. Eric, histoire incroyable. On va juste donner en fait le pitch. C'est une société de lecteurs et d'admirateurs de Sherlock Holmes qui écrit à l'éditeur de Sherlock Holmes en disant voilà, vous en avez édité des histoires de Sherlock Holmes, mais si vous n'en éditez plus, on n'achètera plus votre publication. Et donc l'éditeur, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle Watson, le bon docteur Watson, l'associé de Sherlock Holmes, et dit à Watson, je suis sûr que tu as bien encore une histoire derrière, si tu en as une, je te donne 100 000 livres. Et Watson va arriver chez l'éditeur et va lui donner un manuscrit. Voilà. Ça, c'est le pitch. Exactement. C'est le postulat de départ. Voilà. Comme par hasard, Watson, qui justement a besoin de 100 000 livres pour faire vivre sa fondation, parce qu'il a créé une fondation Watson, il est médecin, faut pas oublier, justement, il a besoin de 100 000 livres, et comme par hasard, il exhume un manuscrit qu'il a retrouvé miraculeusement dans ses carnets de l'époque, et c'était justement l'enquête que réclame George Newnes, donc le duel de Sherlock Holmes contre Jack l'Éventreur. Et donc, évidemment, il touche ces 100 000 livres, et il faut vraiment attacher beaucoup d'importance aux quelques dernières pages du livre. On comprend un peu mieux ce qui se passe dans tout ce livre quand on a bien capté la chute. Voilà. Alors c'est passionnant. Il y a de l'entourloupe dans l'air. C'est un livre d'entourloupe, mais Bob Garcia, comme ça, il nous balade. Alors première chose, Conan Doyle écrivait évidemment Sherlock Holmes. Vous avez le droit d'écrire et d'utiliser le mot Sherlock Holmes? Bah oui, il y a des ayants droit. Il y a un ayant droit qui est fort sympathique et qui part du postulat, du principe que plus on parle de son aïeul, de son ancêtre, et plus ça lui fait de la publicité. Donc ça, c'est une attitude intelligente. Et ma foi, il est content quand on parle de Sherlock Holmes, c'est par le biais de Sherlock Holmes, évidemment, de Conan Doyle. Donc il n'y a aucun problème avec les ayants droit de Conan Doyle. Alors c'est un roman, évidemment, de Bob Garcia, avec une Angleterre extrêmement bien, une Angleterre victorienne du 19e siècle, très bien documentée. Comment vous avez travaillé, en fait? J'ai beaucoup travaillé sur des récits d'époque, à travers une anthologie extraordinaire qui s'appelle Londres, tout simplement Londres, de Peter Ackroyd. Londres, l'anthologie de la ville de Londres. Et Peter Ackroyd a écrit donc cette espèce d'énorme bouquin sur Londres où il a pris des thèmes, le bruit, je sais pas quoi moi, les odeurs, la violence, évidemment, le sexe, la prostitution, enfin, tout ce qui pouvait y avoir, l'industrie naissante, etc. Et donc là, c'est une mine d'idées et d'or de ce bouquin là, l'anthologie de Londres de Peter Ackroyd. Je suis censé parler du mien, mais je parle de celui d'Ackroyd parce qu'il est extraordinaire. Et donc ça, c'est une des sources d'inspiration et d'influence de ce bouquin-là. Alors quand vous évoquez dedans les personnages assassinés, les femmes assassinées par Jack l'Éventreur, c'est vrai. Alors tout est vrai. Tout est vrai. Quand vous parlez de la Maison Blanche, c'est vrai aussi. C'est vrai. Alors c'était quoi la Maison Blanche? La Maison Blanche, c'était un tripot de l'époque. Bon, où effectivement, il y a deux des filles qui ont été assassinées par Jack l'Éventreur, deux ou trois même d'ailleurs, qui ont sévi dans cette Maison Blanche, mais comme des tas d'autres. Donc, on était à une époque, la police a suspecté que cet endroit-là pouvait être à l'origine des meurtres de Jack l'Éventreur, ou qu'il a rôdé dans ce coin-là. Est-ce que Jack l'Éventreur a été arrêté? Est-ce qu'on a su qui était Jack l'Éventreur? Mais non, on n'en sait rien. On cherche encore. Il y a plusieurs hypothèses. Alors, à la fin du livre, vous donnez dans les notes de Bob Garcia, donc notes de l'auteur, ce qui fait qu'on n'est plus du tout dans le roman, vous expliquez une chose étonnante, c'est qu'il y a eu un test ADN fait sur un timbre envoyé par Jack l'Éventreur, probablement, en tout cas une lettre signée Jack l'Éventreur. Voilà. Jack l'Éventreur, et ça donne quoi ce test ADN? On trouvait rien en fait, puisque c'est pas terrible comme résultat, mais c'est effectivement. On évoquait peut-être une femme. Patricia Cornwell qui avait fait ce test-là. Il y a eu deux tests différents. Celui de Patricia Cornwell, donc qui écrivait Jack l'Éventreur à faire classer, un gros bouquin qui classe rien du tout puisqu'elle a rien trouvé. Et donc évidemment, et le test ADN n'a rien donné du tout. Donc il n'y avait pas suffisamment d'informations ADN pour déduire si c'était un homme ou une femme. Et plus récemment, et en fait elle voulait montrer que c'était Walter Sickert, un peintre de l'époque qui dessinait, peignait des prostituées, etc. Donc il était suspecté, mais au même titre qu'une centaine d'autres suspects de l'époque. Il y a eu
eu un deuxième test qui a été fait sur un deuxième timbre, une autre lettre, etc., où là, on aurait tendance à penser que c'était une nurse, pas une nurse, mais une accoucheuse de l'époque, et qui aurait été en fait... Une accoucheuse ou une faiseuse d'ange, une avorteuse? Non, 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 une accoucheuse. D'accord. Une accoucheuse officielle. Et elle aurait puni les prostituées, en fait, d'avoir eu des enfants illégalement, en fait, par le fait de la prostitution, et donc elle les aurait punis tout simplement en les éventrant, ce qui est assez dur comme punition, mais ça fonctionne pour deux qui étaient effectivement enceintes, et les autres pas du tout. Alors, Sherlock Holmes a-t-il existé? Non, ça c'est une... la légende a dépassé le maître. Absolument. Conan Doyle a été complètement dépassé par sa créature, à tel point qu'on écrivait non pas à Conan Doyle, mais à Sherlock Holmes. Et la poste de l'époque, les postiers de l'époque victorienne, faisaient suivre le courrier à l'adresse de Conan Doyle. Et il ne s'est pas inspiré même d'un personnage qui existe réellement? Non, on s'inspire toujours, il y a toujours oui, alors il a inspire. effectivement ses sources d'inspiration, notamment son professeur de médecine, qui était le professeur Bell, George Bell, et ce professeur Bell, effectivement, avait des déductions à la Sherlock Holmes avant l'heure. C'est-à-dire qu'il voyait un cadavre, il n'y touchait pas, rien du tout, il était en cours de médecine, de dissection, et il expliquait que cet homme, voilà, il avait tel âge, il était de telle origine, il était de tel un peu secteur. profiler, comme mais ça. Complètement, mais enfin, profiler, mais a posteriori, parce que le gars était mort, il était devant lui. Mais donc, il en déduisait comme ça des tas de choses, juste à l'aspect vestimentaire et tout. Et donc, Doyle expliquait que le professeur Bell était une de ses influences pour Sherlock Holmes. Et ce qui est incroyable, c'est que vous dites que, évidemment, c'est un fantasme, Sherlock Holmes, mais on a retrouvé en Alsace des témoignages qui citent la venue de Sherlock Holmes dans un hôtel strasbourgeois avec le docteur Watson. Étonnant, non? C'était dans la presse de l'époque. Et à Baker Street, puisque c'est l'adresse que Conan Doyle donne à l'appartement de Sherlock Holmes, eh bien quand vous allez à Londres, vous allez visiter la maison de Sherlock Holmes. Avec un détail aussi qu'il faut préciser, c'est qu'à l'époque, la rue Baker Street n'allait pas jusqu'au 221. Elle a été allongée et la rue qui était dans le prolongement de la rue Baker Street antique, elle a effectivement comporté ce numéro 221. Alors pour avoir visité cette maison Baker Street à Londres, la maison de Sherlock Holmes, il y a dans la chambre de Sherlock Holmes une seringue, puisque Sherlock Holmes était un toxicomane. En tout cas, il se drogue. Dans le livre encore là, il a toujours des drogues, on trouve des seringues, etc. Est-ce que c'est Conan Doyle qui était un toxicomane? Non, je pense pas. Pas du tout. Mais par contre, comme il était médecin, il a dû côtoyer pas mal de toxicomanes à l'époque. On se droguait beaucoup et c'était tout à fait... Il n'y avait pas de pénalisation pour ça. Hein. Les gens se droguaient, ils prenaient de la cocaïne, ils prenaient de la morphine, ils prenaient des opiacés, vous en parlez, même pour aux enfants. Bien entendu. Et pire que ça, même, ils prenaient de la comment on appelle ça, des cachets de strychnine, des choses comme ça. Oui, l'arsenic. L'arsenic, c'est pire que ça. De l'arsenic, il pouvait les tuer et ils devenaient accros à ça encore pire qu'à tout autre. Et dedans, dans le livre Duel en enfer, quelqu'un prend des cachets d'arsenic, des petits bouts d'arsenic, et Sherlock Holmes ou Watson, dans le livre, dit attention, attention à la posologie, parce que vous étiez près de la mort. Là. Vous dépassez la dose prescrite et vous êtes mort. Et c'est un des acteurs célèbres. Alors tous les personnages de mon livre sont absolument... Ils ont existé. Tous les noms sont vrais, tous les noms de rues, toutes les dates, tous les lieux, enfin tout est absolument authentique et j'ai réussi à greffer cette enquête de Sherlock Holmes qui mène l'enquête dans l'ombre du commissaire Aberlin qui lui a vraiment mené l'enquête pour de bon à cette époque. Voilà, si ce n'est que dans votre livre, eh bien, il y a une fin. C'est-à-dire que j'ai posé la question, est-ce que c'est qui était Jack l'Éventreur? C'est bien qu'il y ait une fin déjà. Dans votre livre... Non, mais il y en a deux même. Il y a même deux fins. Éric. Oui, pour ceux qui connaissent Bob Garcia, ils se disent Bob Garcia, c'est le grand spécialiste de Tintin. Autre grand enquêteur devant l'éternel. Comment ça se fait que vous ayez choisi Sherlock Holmes? Ça veut dire que Tintin c'est fini, on n'y revient plus? Ah non, au contraire, Tintin ça continue. J'ai même écrit un Tintin à Baker Street, justement, puisqu'on l'évoquait, qui fait le lien entre l'univers de Tintin et l'univers de Sherlock Holmes, l'univers de Conan Doyle et celui d'Hergé. Il y a d'énormes combinaisons entre les deux. Et là, c'est pas fini, puisqu'on est en train, avec une maison d'édition qui s'appelle le Léopard démasqué, c'était pas l'objet, mais on peut en toucher deux mots, de créer toute une collection de livres, ce sont des petits romans policiers et d'aventure et d'humour, qui parodient les 23 aventures de Tintin. C'est les aventures de Tintin et de son ami Lou, et on a trouvé des titres terrifiants, comme par exemple le Crado Pincefort pour le crabeau Pincefort. Moi j'ai commis le vol de 714 porcinés. Il y a 714 porcinés qui sont dérobés à la fois au drugstore des Champs-Élysées, le Disney Store des Champs-Élysées, 714 porcinés d'un seul coup.
Et voilà. Et je me tâte, mais je pense pouvoir, à un moment donné, si j'ai le temps, écrire le spectre du tocard. Est-ce qu'on pourra avoir un jour, peut-être maintenant, Sherlock Holmes avec Tintin dans la même histoire? Why not? Avec nous, on va manger tout à l'heure les bons plats que nous prépare Yannick Materne. Plaisir. Avant cela, ce que je vous propose, Marilyn, c'est de chausser vos lunettes.